fraternité, c'est ce que proclame la République française. Mais les femmes, elles, entendent liberté, égalité, droit censuré. Ces valeurs sont marquées par l'injustice et les inégalités qui commencent dès le berceau et qui pourtant ne nous font pas grandir plus intelligents. Alors je cite, article 1 des Déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais qu'en est-il des femmes? Car l'homme est une généralité appliquée à tous, où la femme en est de soi, mais elles ne parviennent pas au même droit. Elles se retrouvent victimes d'injustice, de préjudice, d'incessants supplices. Et c'est de là que toutes ces disparités, qui ne sont en fait que futilités, nous ont montés les uns contre les autres dans un conflit sans peine ni traité. Et tout cela n'est qu'absurdité, car avant tout genre, nous sommes tous humains. La même chair, la même espèce, les mêmes gènes, mais nous femmes sommes discriminées pour notre sexe jusqu'à en faire un complexe. Mais jusqu'à quand persistera ce combat? J'impose ici mes mots car je ne parle non pas d'un simple défaut de parité, mais d'un combat global qui ne cesse de perdurer, compromettant toute justice, toute liberté, toute égalité. Pourtant, cette guerre persévère. Elle persévère avec un seul but, l'obtention des valeurs humaines. Et là, peut-être, vais-je paraître pour une énergumène, mais c'est le traité de sorcière, cinglé, ne demandait en réalité qu'aux valeurs humaines sa normalité. Ces victimes de la guerre d'iniquité qui, dans ce monde, continuent de se battre pour l'égalité, ne se font même pas respecter. Mais l'égalité, la justice et la liberté n'ont plus aucune valeur si elles ne sont pas appliquées. Alors aujourd'hui, je ne vais plus murmurer. Je vais parler, crier, hurler, m'exprimer, car ces droits sont à moi. Ils m'appartiennent, autant que ma liberté, autant que mes choix, mon corps et mes pensées. Ils m'appartiennent, autant que mon opinion, mon point de vue et ma façon de parler, autant que ma façon de m'habiller et mon droit de refuser. Et toi, tu dois les respecter. Et par-tu, je m'adresse à une partie de la gente masculine, qui de notre affection en a en grande partie l'origine. Je vais donc mettre les points sur les i, mais toi, tu garderas tes points et tes avis. Tu ne me diras plus quoi faire, tu ne m'imposeras plus de me taire, plus rien ne m'apporte que je paraisse aussi vulgaire que les remarques de pervers que tu te permets de faire quand je te dis que j'ai besoin d'air. Non, ce n'est pas une crise identitaire, mais plutôt ma manière de te faire voir plus clair qu'à cause de toi, le quotidien féminin est un calvaire et que je ne suis pas née pour te plaire. Ce calvaire, où la peur de sortir la nuit ne devrait plus être permise, comme si on risquait nos vies aux dépens de nos habits, puisque se faire un peu trop joli ne nous met pas à l'abri quand on devient victime de certaines envies où un non est pris pour un oui. Mais ne vois-tu pas que je ne veux pas que tes mains sales se posent sur moi ou que tu me prennes dans tes bras, que ce ne sont pas des injures qui vont me faire changer d'avis alors que j'ai compris ta vraie nature? Car ta voix aura beau porter plus que la mienne, moi, je pourrais porter la vie. Je pourrais porter la vie de la même manière que je porte mes habits. Je pourrais porter la vie de la même manière que je porte le poids de l'inégalité depuis des décennies. Car je le dis, la femme est une force qui porte l'enfant, naïf, pur, innocent et inconscient de tout tort causé sur terre. Alors je l'espère, dans un futur des plus proches, que l'enfant né refaçonnera un monde idéal à son image. Un monde idéal où le nombre de mutilations des parties génitales féminines ne serait pas à plus de 230 millions d'après l'Organisation mondiale de la santé. Un monde idéal où une femme sur 3 n'aurait pas subi de violence conjugale ou sexuelle au cours de sa vie. Un monde idéal où le taux de féminicide ne serait pas de 83 000 victimes, c'est-à-dire 227 femmes par jour, soit une femme morte toutes les 6 minutes. Un monde idéal où je n'aurais pas à réclamer ce qui devrait d'ores et déjà m'appartenir. Alors est-ce donc ça que de naître femme dans ce monde, ou que dis-je,
D'être sorcière, folle, catin, différente en tout point, se battre sans jamais voir la fin. Mais ainsi soit-il. Je continuerai le combat jusqu'à l'obtention intégrale de ce qui m'est dû. Alors comme Olympe de Gouges, Simone Veil ou Gisèle Halimi, je me battrai. Car les quelques droits qui m'appartiennent maintenant sont ceux qui manquaient aux femmes d'avant. Et si l'on ne peut pas arranger l'histoire, alors nous la ferons évoluer. Parce qu'ici n'est pas question de guerre, de territoire ou nucléaire. Alors messieurs, bien que ce combat soit pour les femmes, il en est tout autant pour l'égalité. L'égalité, ici messieurs, d'une société dont vous faites partie, dont votre mère, votre femme, votre sœur, votre fille font partie. Un conflit où nous sommes tous concernés. Et comme l'a dit Victor Hugo, la femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Alors je ne vais pas arrêter de revendiquer. Mais tant que la totalité des droits n'est pas accordée, je me battrai corps et âme. Car le combat le plus long n'appartient pas aux hommes, mais aux femmes. Vous la voyez? Cette frontière. Cette frontière invisible qui différencie les femmes blanches et les femmes noires. Non, n'est-ce pas? Nous ne la voyons pas. Nous ne la voyons plus, mais nous en sommes témoins. Vous, moi, nous en sommes tous témoins. Témoins du préjugé que la femme noire vaut moins que la femme blanche. Il reste tenace à nos esprits depuis bien trop longtemps. Et je pense qu'il est capital d'en parler, de le combattre. En 2010, Moya Belé, une militante féministe afro-américaine, crée le fameux terme « misogynie noire ». Mais que signifie-t-il? C'est une forme de misogynie spécifiquement adressée aux femmes noires, dans laquelle la misogynie et le racisme se rencontrent. Cette forme de sexisme et de racisme est un vieux concept. C'est une réalité qui trouve son origine dans l'époque colonialiste, où les esclaves étaient considérés comme instruments économiques pouvant être vendus et achetés. Bien que l'abolition de l'esclavage ait été adoptée en 1865 aux États-Unis et en 1848 à La Réunion, notre perception déshumanisante d'une personne noire continue de perdurer dans notre société. Il nous dévalorise, nous fait sentir différentes, jusqu'au sentiment d'exclusion. Nous, les femmes noires. Vous qui êtes assis devant moi, prenez un instant pour imaginer une femme noire, puis une femme blanche. Comparez ces images. Pour certains, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, peut-être qu'ils réaliseront que leurs pensées ne sont pas les mêmes. En 1947, Kenneth B. Clark et Mamie Phipps, deux psychologues afro-américains, ont demandé à de jeunes enfants avec quelle poupée ils préféraient jouer, la blanche ou la noire. Leur réponse, devinez? La blanche, bien sûr, car pour eux, la blanche était plus jolie. La noire était considérée à leurs yeux comme la moche. Le comble de l'histoire, c'est que les enfants noirs de cette expérience montraient leur désintérêt pour la poupée de la même couleur de peau qu'eux, de ma couleur de peau. Cette expérience nous démontre finalement que le racisme est inconscient et qu'il circule de manière sournoise par les médias de l'époque, des médias influençant les plus jeunes et qui confirment cette triste vision de la couleur de notre peau, de ma couleur de peau. Les médias, que nous adolescents connaissons mieux aujourd'hui avec les réseaux sociaux, nous partagent des idéologies plus ou moins bonnes, plus ou moins problématiques. Ces sources, pas toujours fiables, nous permettent de solidifier des a priori, des regards, des comportements qui finissent par s'inscrire peu à peu dans une normalité raciste et sexiste. Dès notre plus jeune âge, nous sommes témoins de ces idéologies qui contaminent notre environnement social, culturel et politique. Nous le ressentons au plus près de nous, dans la rue, à l'école et même à la maison. Quand vous regardez un film chez vous et que vous appréciez le personnage principal, vous ne vous êtes jamais identifié à lui? Moi, oui. Surtout quand j'étais une jeune fille émerveillée par le monde des princesses. Mais en grandissant, il y avait bien une chose qui m'intriguait. Pourquoi y a-t-il une seule princesse noire? Pourquoi le premier film de princesse Disney, celui où la princesse a ma couleur de peau, n'est sorti qu'en 2009, soit 72 ans après le premier? À vos yeux, cela peut paraître insignifiant. Mais aux yeux d'une fillette qui rêve de leur ressembler et d'être comme elle, je me pose la question, pourquoi je ne peux m'identifier qu'à une seule d'entre elles? En juillet 2023, selon The Digital Misogyny Report, qui s'appuie sur l'analyse d'1 million de posts sur différents réseaux sociaux, il confirme que 20% des contenus sont déshumanisants envers les femmes noires. Les réseaux sociaux reflètent notre société. Derrière un écran, les lâches
se croyant invincible en semant la haine, oublie que la vraie force ne se cache pas dans l'anonymat, mais dans le courage et le respect de l'autre. Je suis réunionnaise, issue d'un métissage malgache, plus communément appelé Kafrine, et je suis fière de dire que la misogynie noire n'est pas une pratique courante ici. Nous sommes un peuple multiculturel, sur notre île, sur mon île, La Réunion. Elle n'y est pas la bienvenue et ne le sera jamais. Demain, je ferai partie de celles et ceux qui font grandir le monde. Je l'imagine tolérant, où la couleur de peau et le genre ne sont pas associés à des freins à notre épanouissement personnel. Un monde bâti sur les valeurs du respect et d'égalité. La misogynie noire existe réellement, et ce n'est pas un sujet qu'on doit éviter ou ignorer. Prenons au contraire conscience qu'il est nécessaire de ne pas reproduire les erreurs déjà commises. La perfection n'existe pas. En revanche, un monde meilleur lui peut exister. La Réunion. Car même si elle n'est pas un modèle sans défaut, elle reste un exemple inspirant qui mérite d'être connu.